Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9 h et en rediffusion les samedis à 10 h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Ondes Positives sur les ondes de Choc FM 105.1. Je suis Guillaume Laurin, une fois de plus j'ai le plaisir de vous proposer cette émission éducative, novatrice, inédite, qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, à lutter contre l'insécurité linguistique, mais aussi à dévoiler à vos oreilles, chers auditrices et auditeurs, toutes les initiatives qui existent dans la francophonie, localement et plus généralement à l'échelle du pays, pour l'éducation francophone en milieu minoritaire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir, dans le cadre de cette émission, deux invités pour une émission thématique. Elles viennent de la Fédération culturelle canadienne française, la FCCF, qu'on va présenter, dont on va présenter l'émission dans quelques instants. J'ai le plaisir d'avoir pour invité aujourd'hui Marie-Ève Desormeaux, directrice de la programmation Art à l'école, et Chantal Racine, gestionnaire de la prestation de services La Rucher. Bonjour Chantal, bonjour Marie-Ève, ravi d'être avec vous. Ça va bien? Bonjour Guillaume, merci de nous recevoir. Oui, ça va bien, merci toi-même. Ça va bien, merci. Alors je rappelle que le projet Ondes Positives est rendu possible par le Fonds canadien de la radio communautaire, qu'on salue au passage, une série de 25 émissions spéciales avec 4 grands formats. Certains reçoivent des jeunes de 15 à 25 ans environ, avec des formats de quiz, de débats ou des ateliers radiophoniques. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une émission thématique qui vise en particulier à mieux vous connaître, à mieux connaître la Fédération culturelle canadienne-française, ses missions et ses programmes. Et on parlera en particulier du webinaire qui va être présenté sur 2 jours, les 28 et 30 janvier. Ce sera respectivement à 13 h et à 15 h. On va en parler davantage dans quelques instants. Une place de choix pour l'art à l'école, c'est un webinaire qui est présenté sur le mémoire, une place de choix pour l'art à l'école de la Fédération culturelle canadienne-française qui va être donc dévoilé au public. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. On vous donnera tous les liens pertinents au cours de cette émission et à retrouver également sur chocfm.ca. Mais sans tarder, commençons par rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Les missions et objectifs de la FCCF, comment est-ce que vous pourriez brièvement nous les définir? Quel est le rôle de la Fédération culturelle canadienne-française au sein des communautés francophones en milieu minoritaire? Le rôle de la fédération, en fait, qui existe depuis plus de 40 ans, c'est vraiment, en fait, d'être le porte-parole des arts et de la culture dans l'espace francophone canadien et acadien. Donc, c'est la voix politique. Puis, la mission, c'est vraiment de se concerter avec le réseau des membres. On compte 21 membres provinciaux, territoriaux, nationaux. De développer des partenariats stratégiques, puis d'axer aussi nos pratiques sur l'innovation pour agir et s'assurer que l'art et la culture en français se fait voir, entendre partout à travers le pays. Belle mission. Vous êtes basé, je crois, à Ottawa. Est-ce que vous voulez, chacune, Marie-Ève et Chantal, peut-être nous en dire un petit peu plus sur les fonctions qui sont les vôtres au sein de la FCCF? Oui, avec plaisir. Donc, pour ma part, et oui, vous avez raison, on est basé à Ottawa. Par contre, on est vraiment un organisme pan-canadien. Donc, non seulement notre membership est partout à travers le pays, mais notre équipe aussi. D'accord. Donc, c'est important pour nous de souligner qu'on est pan-canadien. Et pour ma part, je suis directrice de la programmation Art à l'école, qui comprend 3 initiatives nationales. Donc, le programme Passeport, qui est un programme de micro-subvention qui finance des activités culturelles, artistiques et patrimoniales en milieu scolaire dans les écoles de langue française. Ensuite de ça, on a le programme Sœurs de Passeport qui s'appelle Immersor,
qui est aussi un programme de micro-subvention, mais cette fois-ci pour les écoles d'immersion française à travers le pays. Et finalement, notre troisième initiative phare en éducation, c'est le laboratoire d'éducation artistique La Rucher, qui en fait développe des services et des outils pour le personnel enseignant qui enseigne les arts ou se sert de l'art comme moyen pédagogique. Donc, j'ai la chance de diriger ces trois initiatives-là avec une équipe absolument extraordinaire à tous les jours. Et c'est ça, je suis accompagnée avec de Chantal, qui est au sein de notre équipe. Je vais laisser Chantal se présenter. Ah oui, Chantal, on vient d'évoquer La Rucher, alors gestionnaire de la prestation de service La Rucher. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur ce programme particulier? Oui, certainement. C'est ça, moi, gestionnaire de prestations de services à la Rucher, donc je fais partie de cette équipe particulièrement. Je m'occupe vraiment de coordonner tous les programmes qui sont sur le terrain. Donc, on a plusieurs programmes qu'on offre là, au personnel enseignant qui enseigne les arts et qui utilise l'art comme moyen pédagogique aussi à travers le Canada. Donc, j'ai trois programmes sur le terrain que je mène et je coordonne. Je m'occupe du recrutement aussi de tous les spécialistes qui travaillent avec nous parce qu'on en a plusieurs au niveau du personnel enseignant spécialisé, mais aussi d'artistes qui font partie de nos différentes équipes pour justement donner ces différents programmes-là. Alors, je coordonne tout ce beau monde et tous ces beaux programmes-là, puis j'ai donc la chance de travailler avec des enseignants et enseignantes d'un peu partout au Canada, dans toutes les provinces et territoires. Donc, c'est vraiment très intéressant et très important et fascinant pour moi. Nombreuses initiatives sur lesquelles vous allez probablement rentrer davantage dans le détail pour promouvoir donc les arts et la culture en milieu scolaire. Ça veut dire que vous travaillez directement main dans la main avec les conseils scolaires francophones, j'imagine? Exactement, on travaille avec bon nombre de conseils scolaires à travers le pays. On est présent dans 12 provinces et territoires. Et si on parle un petit peu des défis de l'éducation francophone au milieu minoritaire, justement, quels sont selon vous les plus grands défis auxquels font face les jeunes francophones lorsqu'il s'agit de maintenir leur langue et leur culture et comment les arts et la culture, justement, peuvent-ils les aider dans ce parcours? C'est une grande question. Je pense que notre jeunesse, en fait, elle est en transformation, c'est-à-dire que le portrait démographique a grandement évolué dans les dernières années. La francophonie a évolué dans les dernières années. On parle de plus en plus d'identité plurielle. Donc, en termes de défis, ben, ils sont nombreux. Évidemment, notre jeunesse d'aujourd'hui vit dans un monde infiniment complexe, en rapide évolution, puis ça a l'air de plein de grands mots comme ça, mais je fais juste penser aux défis que notre jeunesse va avoir à surmonter, par exemple, quand on parle d'intelligence artificielle, de développement de l'esprit critique, de développement de la capacité à trier l'information, bien évidemment, toutes les initiatives qui peuvent permettre à la jeunesse de relever ces défis-là, je pense qu'ils méritent d'être investigués et nous, on porte celle de l'éducation artistique. Donc, l'éducation artistique constitue une façon dont les jeunes peuvent développer les outils, la résilience et les moyens de relever les défis d'aujourd'hui, qui sont évidemment infiniment nombreux. Chantal, les défis, surtout par rapport au cheminement identitaire et à l'identité, je sais que toi, tu travailles beaucoup là-dessus. Oui, c'est sûr que l'art apporte beaucoup justement au niveau de ce cheminement identitaire des élèves. Ils vivent tous au Canada des réalités différentes, habitant dans des régions différentes où la présence du français est à différents niveaux aussi. Étant basé à Ottawa, nous autres, moi, je nous considère quand même assez chanceux. Dans l'Est ontarien, on a Ouais. une proportion assez élevée de francophones, ce qui ne veut pas dire qu'on ne vit pas de défis. Mais les projets artistiques, puis la présence des artistes dans les écoles, ça permet vraiment d'aider ces jeunes à s'identifier à une langue et à une culture. C'est pas toujours quelque chose d'instantané non plus, parce que le cheminement identitaire, mais ça se fait tout au long d'une vie, puis ça peut continuer même au niveau de la vie adulte. Oui. Euh, mais toutes les petites expériences qu'on peut vivre en français qui nous font découvrir les arts et la culture aussi. C'est important de connaître les différents artistes dans les différentes disciplines, puis de devenir des consommateurs aussi de cette culture francophone. Et cette fierté va éventuellement se bâtir autour de cette culture-là.
Donc, c'est important qu'on continue à tenir ce genre d'atelier. Je sais qu'avec Passeport aussi, Passeport et Immersar, on tient beaucoup d'ateliers artistiques, des ateliers dans différentes disciplines et des spectacles aussi. Donc, on met en vedette les artistes dans les écoles. Et puis, donc, ça donne des beaux exemples, justement, pour les jeunes de voir que oui, on peut aussi travailler dans les arts en français, mais juste qu'il y a cette présence des arts et de la culture aussi, puis qu'ils deviennent consommateurs, donc qu'il y ait voir du cinéma en français, qu'il y ait voir des spectacles de musique en français, qui s'intéressent à la littérature en français. Donc ça peut aider justement à cette fameuse relève dont on parle toujours, qu'on veut que justement que les communautés francophones puissent s'épanouir. Bon, c'est sûr que ça joue un rôle important à ce niveau-là. Juste, J'ajouterais, oh, pardon. Justement, Chantal, tu anticipes un tout petit peu sur la question que je voulais vous poser à toutes les deux. La sphère euh, de travail de la Fédération culturelle canadienne-française, en termes de discipline artistique, on parle de toutes les disciplines couvertes, que ce soit les arts plastiques, le cinéma, la musique, la littérature, effectivement, tout ça fait partie de votre travail? Côté de la FCCF, évidemment, on est vraiment la voix politique des arts et de la culture sous toutes leurs formes là, au Canada. Donc, si on regarde le membership, il y a effectivement différents regroupements par rapport à différents groupes disciplinaires. Si on parle vraiment des arts à l'école au Canada, généralement, on parle de quatre grands piliers disciplinaires. Donc, quand on fait l'analyse de qu'est-ce qui est enseigné dans nos écoles en francophonie, on va se référer à la musique, à D'accord. l'art visuel, à la danse et à la musique. Et comment est-ce que la FCCF aide les jeunes à surmonter cette question qui nous tient à cœur d'insécurité linguistique dans un environnement justement où bien souvent, comme chez nous à Toronto, l'anglais est dominant? Est-ce que c'est une question qui se pose régulièrement dans vos programmes? Tout à fait. Donc, en fait, nos programmes sont par design, visent à favoriser de vivre le français de façon authentique et à favoriser la prise de parole en milieu scolaire. On a notamment un programme qui s'appelle le programme de conception d'activités pédagogiques artistiques, où est-ce qu'on a vraiment vu des effets importants là, en salle de classe par rapport à la prise de parole. Je vais laisser Chantal, qui est la gestionnaire de ce programme-là, aller plus dans les détails, mais c'est vraiment un programme qui nous a permis, en fait, de mettre en contact l'artiste, l'enseignant, les élèves et d'offrir un contexte d'expression authentique pour la prise de parole. Oui, c'est ça, le programme de conception d'activités pédagogiques artistiques, en fait, c'est un programme d'accompagnement pour le personnel enseignant. Et puis, c'est vraiment un programme qui est conçu, en fait, pour enseigner une matière autre que l'art, mais en utilisant l'art. Hmm, Ça s'adresse beaucoup au personnel enseignant généraliste parce qu'eux doivent enseigner, mettons un enseignant en deuxième année, doit enseigner toutes les matières, incluant souvent les matières artistiques. Et il y a souvent un inconfort chez le personnel enseignant d'enseigner les arts. Il y a cette espèce de sentiment d'imposteur chez le ouais. personnel enseignant, de je ne suis pas un artiste, alors comment je vais enseigner l'art? Je ne suis pas musicien, comment je peux enseigner comment jouer un instrument? Donc, il y a cette espèce d'inconfort. Et puis, ce programme-là sert justement à accompagner l'enseignant et l'enseignante par un artiste. Donc, c'est un artiste professionnel D'accord. multidisciplinaire qui fait des rencontres avec cet enseignant-là pour voir un peu quelles sont les matières qu'on peut enseigner, qu'est-ce qu'on peut créer comme atelier artistique pour faire cet enseignement-là. Et puis, l'artiste est là donc pour accompagner l'enseignant, puis il va aussi en salle de classe mener ces ateliers-là avec les élèves. Donc, il y a une proximité aussi avec les élèves. Et puis, on a mené plusieurs de ces projets-là sur le terrain l'année passée, puis on a réalisé en fait qu'il y a une grande rétention de l'apprentissage suite à ces programmes-là. On a une enseignante, entre autres, qui nous a dit qu'elle a fait l'enseignement d'une matière, c'était en histoire. Et puis, Hmm, elle a parlé de plusieurs symboles canadiens. Donc, quels sont les symboles canadiens? Qu'est-ce qu'ils veulent dire pour nous? Pourquoi on a des symboles-là? Et puis, elle a fait cet enseignement-là. Puis, la semaine d'ensuite, quand l'artiste est arrivé en salle de classe, puis qu'ils se sont mis à composer une chanson ensemble, les élèves ont ressorti plein de faits que l'enseignante avait hmm. enseignés la semaine précédente. Puis l'enseignante a été vraiment surprise de voir à quel point il se souvenait de presque tout ce qu'elle avait enseigné. Parce que là, ils pouvaient mettre en pratique les connaissances qu'ils avaient reçues.
Donc, on a vu beaucoup de ce type d'exemple-là. Puis, un autre des exemples aussi, en fait, ce projet-là c'est aussi déroulé en phase 1 à plus petite échelle. Puis, il s'est pratiqué dans une école d'immersion, en fait. Oui. Puis nous, on a fait beaucoup de sondages et de discussions avec les différents partis qui ont participé à ces programmes-là. Puis, entre autres, on a parlé aux parents. Et on a des parents qui nous ont dit que leur enfant est rentré à la maison le soir et a parlé de l'école en français, Hmm. chose qu'il ne fait pas habituellement. Parce qu'il a vécu cet atelier artistique-là, parce qu'il a développé un vocabulaire aussi en français pendant cet atelier artistique-là. Et quand les enfants font les arts, pratiquent les arts, il y a aussi un petit quelque chose qui s'allume à l'intérieur d'eux. Il y a comme un bien-être, il y a un espace sécuritaire aussi. Donc, ils se donnent le droit de s'exprimer, ils se donnent le droit de créer. Il se donne le droit de prendre un risque. Et donc, justement, quand on parle d'insécurité linguistique, c'est souvent le risque. C'est le Oui. risque de m'exprimer en français, puis de pas bien le faire. Donc, je vais choisir de pas le faire. Alors que là, ces enfants-là sont rentrés à la maison, ils ont décidé de le faire en français, d'en parler en français. Donc, c'est vraiment un bel exemple là, de l'impact que ce genre de programme-là a sur les élèves aussi. Le personnel enseignant, oui, mais aussi sur les élèves. Oui. Puis tout par rapport à la question de cheminement identitaire, puis aussi de sécurité linguistique, l'art et la culture, c'est tellement un beau moyen de tomber en amour avec la langue française. C'est de mettre une opportunité devant notre jeunesse, de découvrir tout ce qu'il y a de beau par la langue et de leur donner envie d'en parler, pas juste de leur dire il faut parler français, mais leur donner envie de parler français, de susciter un sentiment d'appartenance, de s'approprier leur langue, de la parler comme eux, ils la parlent, parce que sinon on parle d'expression authentique, on parle de prise de risque, de s'exprimer dans leur français à eux. Puis l'art à l'école leur donne une chance de faire ça. Et il y a une phrase qu'on aime beaucoup dire qui a été développée par une sociolinguiste qui s'appelle Annette Boudreau, qui est à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, qui nous a accompagnés dans l'évaluation de nos travaux. Et en fait, c'est de dire que les activités artistiques en milieu scolaire, ça donne l'opportunité aux jeunes de se voir, de s'entendre et de se dire dans leur français à eux. Donc, c'est vraiment cette image-là, se voir, s'entendre et se dire qu'on met de l'avant et qu'on favorise avec les activités artistiques et culturelles en milieu scolaire. Est-ce que vous avez justement des rapports sur ces activités, sur ces programmes qui démontrent une transmission d'un patrimoine culturel commun aux jeunes francophones? Est-ce que, en particulier pour les jeunes issus de l'immigration assez récente qui bien souvent découvrent à travers le monde de l'éducation le pays, ses cultures, ses traditions, est-ce que vous avez le sentiment que là aussi, le rôle des arts dans l'éducation est primordial? Absolument. Puis c'est d'autant plus important qu'on sait maintenant que 39% là, des jeunes dans nos écoles sont issus de l'immigration récente. En fait, des jeunes admissibles, je devrais dire, Ouais, à les ouais. écoles de langue française. Et justement, les webinaires qu'on fait cette semaine, qui vont présenter les résultats du mémoire, une place de choix pour l'art à l'école, mettent de l'avant toute l'importance de l'éducation artistique pour agir à titre de vecteur de cohésion sociale. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout dans un contexte interculturel, c'est que ça devient une force motrice pour cultiver le respect de la diversité culturelle, l'expression de la diversité culturelle, et ça permet aussi d'aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre de soi. Ça crée un espace entre les deux où est-ce que les gens peuvent s'exprimer et parler de façon euh, ouverte et respectueuse de la différence. On l'a observé à travers différentes de nos activités, mais c'est vraiment fortement appuyé par la littérature aussi. Donc, il faut voir aussi que dans le contexte où est-ce que beaucoup de nouveaux arrivants dans nos écoles, tant chez le personnel enseignant que chez les élèves d'ailleurs, l'école devient vraiment en fait un acteur central de l'intégration des familles issues de l'immigration au sein de nos communautés. Donc, tout ce qui touche à la médiation culturelle, à la rencontre de l'autre, à créer cet espace qui favorise l'ouverture, ben, on a des données qui soutiennent que l'éducation artistique peut jouer un rôle là-dedans. Donc, ça devient d'autant plus important d'y faire une place de choix au sein de nos écoles dans ce contexte-là. Merci Marie-Ève. Alors pour ce qui est de ce webinaire que je rappelle aura lieu le 28 janvier à 13 heures et le 30 janvier à 15 heures. Une place de choix pour l'art à l'école. Est-ce que vous voulez nous rappeler comment s'inscrire si on souhaite y assister? Ah, oui, donc simplement se rendre au larucher.ca
Et puis, c'est sur notre page couverture de pouvoir s'inscrire au webinaire. Il y a les 2 séances et puis on accueille tout le monde qui a envie d'en découvrir davantage sur le portrait de l'éducation artistique au pays. C'est ça. Et puis je rappelle aussi, pour en savoir plus sur la Fédération culturelle canadienne-française, le fccf.ca, c'est l'adresse, euh, l'URL de votre organisme. Sur le multiculturalisme, le multiculturalisme, pardon, et le bilinguisme, comment est-ce que les programmes du FCCF tiennent en compte justement de cet aspect multiculturel qui est si présent chez nous à Toronto, de la diversité dans les écoles francophones en milieu minoritaire? Ce qui est important de savoir, c'est que nous, pour développer notre programmation, on est vraiment allé sur le terrain, en fait, et c'est une programmation qui a été développée avec les gens sur le terrain. Donc, on a vraiment fait attention d'avoir une sensibilité à la représentation des gens autour de la table quand on a fait le développement de nos outils, de nos programmes. Et évidemment, on peut toujours en faire plus pour être encore plus représentatif de la diversité sous toutes ses formes. Mais on a été très sensible au contexte multiculturel, comme par exemple quand on est allé dans les facultés d'éducation pour le développement d'un atelier qui s'appelle l'atelier pour bâtir la confiance créative. On a bien constaté que la grande majorité des étudiants étaient souvent issus de l'immigration et de l'immigration Oui. récente. Donc, ces personnes-là qui étaient majoritaires dans nos ateliers, lorsqu'on faisait le développement de nos programmes, ben, ils ont contribué à façonner l'atelier, à nommer leurs besoins. Et puis nous, ça a été vraiment une démarche qui a été centrée sur les besoins de l'usager. Donc, les personnes ont contribué au développement des services et des outils, ce qui fait en sorte qu'on sait qu'ils fonctionnent, qu'ils répondent aux besoins parce que les gens ont eux-mêmes contribué à les développer. Au-delà de ça, évidemment, on reste ouvert à discuter avec la communauté. On fait souvent des cellules de co-création et on a des partenaires aussi qui sont spécialisés dans l'accompagnement du personnel enseignant issu de l'immigration. Et c'est quelque chose auquel on est très sensible là, dans la prestation de nos services, puis on vise toujours en faire davantage à cet effet-là aussi. Je rappelle qu'on est toujours à l'écoute de l'émission Ondes positives sur les ondes de Choc FM 105.1 avec Marie-Ève Desormeaux et Chantal Racine du FCCF, la Fédération culturelle canadienne-française. Ondes positives, un programme rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Mesdames, si on parle maintenant de l'insécurité linguistique, un des thèmes centraux de cette émission, on a déjà évoqué un petit peu cette question, mais quels sont les signes d'insécurité linguistique qui peuvent être observés chez les jeunes francophones dans le cadre des programmes que met en place le FCCF, que vous avez pu observer? Est-ce qu'il y a une facilité à s'exprimer en français dans le cadre de ces ateliers artistiques, de ces présentations, dans le cadre de la venue d'artistes dans les écoles? Est-ce que le fait justement de sortir un petit peu du contexte 100% scolaire pour partir dans des disciplines culturelles, artistiques, là aussi est un petit peu facilitateur? Tout à fait. On l'a vu à travers différents programmes. C'est sûr que nous, nos programmes, ils visent vraiment l'accompagnement du personnel enseignant. Donc, ensuite, le personnel enseignant, lui, accompagne les élèves. Donc, c'est un peu indirect, notre accès aux élèves. Donc, c'est sûr que les observations qu'on peut faire, ils sont d'abord et avant tout sur le personnel enseignant qu'on Oui. accompagne, ou alors dans le cadre de nos programmes Passeport immerseur, là, c'est vraiment les artistes qui vont faire des prestations. Ce qu'on voit par rapport à la prise de parole, c'est que le fait de se voir et de s'entendre et de se dire dans son français à soi va favoriser la prise de risque, comme disait Chantal un peu plus tôt. Donc, quand on voit un artiste s'exprimer dans son français à lui, et les signes de sécurité linguistique, vous savez, il y en a beaucoup qui sont communs entre les élèves et les adultes. Donc, Ah oui. l'accent. Des fois, les gens vont ne pas oser s'exprimer parce qu'ils vont avoir peur de ne pas se faire comprendre, ou ils vont avoir peur de se faire juger, ou ils vont avoir peur de s'exprimer de façon imparfaite et ils décideront de ne pas prendre la parole. On se rend compte que même chez les adultes, on voit les mêmes choses que chez les élèves à ce niveau-là. Et d'offrir un contexte sécuritaire pour la prise de risque et la prise de parole, c'est ça qui va faire la plus grande différence pour que les gens osent s'exprimer dans leur français à eux. Donc, du point de vue de nos programmes, quand on parle d'activités artistiques qui sont financées là, par nos programmes de micro-subvention, c'est vraiment se voir, s'entendre et se dire, cette personne-là vient me voir, s'identifier comme francophone, fait de l'art en français,
pourquoi pas moi aussi? Et ça donne toute la légitimité à qui on est quand on voit quelqu'un s'exprimer, lui, qui il est. Et puis, je pense aussi toute la question identitaire et puis la question de la sécurité linguistique en francophonie au Canada, c'est quand même très complexe. Fait que quand on entend quelqu'un raconter son histoire, d'où il vient, comment il parle français, que c'est correct de parler français comme lui, il le fait, ben ça vient donner une espèce d'élan de dire c'est correct d'être comme je suis, de parler français comme je le parle, et ça donne envie de continuer plutôt que de tomber dans une espèce de repli et de peur. Donc, vraiment, Mhm. nos activités, les activités artistiques et culturelles viennent créer cet espace sécuritaire qui permettent la prise de risque, la prise de parole en contexte authentique. Et est-ce qu'il y a un type d'activité ou d'atelier artistique qui, d'après vous, semble particulièrement efficace pour renforcer la confiance des jeunes dans leur expression en français? Est-ce que vous avez pu identifier parmi les différents programmes que vous mettez en place, certains qui semblent être plus appropriés, qu'on pourrait peut-être développer, généraliser à l'échelle des écoles? Ben, je vous dirais que évidemment, il y a comme des programmes, des activités artistiques qui, de façon intuitive, on se dit que la prise de parole est plus facile. Par exemple, chanter. Si on Ouais. pense aussi à l'expression dans le cadre d'une pièce de théâtre. Mais toute l'activité artistique, généralement, qu'on est en salle de classe, on va susciter la collaboration, le travail d'équipe, la communication. Donc, ça devient vraiment, en fait, un lieu d'apprentissage expérientiel qui va favoriser la communication entre les élèves. Et sur la question de la transmission culturelle et maintenant de la pérennité de la langue française, quel est, si on sort de vraiment vos programmes, votre sentiment sur ces questions-là? Qu'est-ce qui euh, aujourd'hui devrait être fait, devrait être mis en place d'après vous dans un monde idéal pour nous garantir un avenir en français au Canada? Je pense que ça prend le développement durable du secteur artistique et culturel. Ça prend une grande valorisation de nos artistes. Ça prend aussi la légitimité nécessaire pour justement comme maintenir tout cet écosystème-là en place. Donc, ça prend vraiment en fait le développement durable du secteur et je dirais des programmes qui le soutiennent aussi, là. Alors, si on parle un tout petit peu des webinaires, une place de choix pour l'art à l'école, de nouveau, à quoi est-ce qu'on va s'attendre, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre à découvrir lors du dévoilement des résultats de ce mémoire? Donc, on va présenter le premier portrait national de la place qui est occupée par l'éducation artistique dans nos écoles. On a fait l'analyse des curriculums d'éducation artistique dans les 12 provinces et territoires. On a mené des consultations publiques. On a fait l'analyse de données statistiques et de données administratives, ce qui nous a permis de vraiment brosser un portrait pan-canadien de l'accès à l'éducation artistique dans nos écoles. Ensuite de ça, on a fait toute l'analyse, une grande revue de la littérature sur les bienfaits de l'art à l'école et on a vraiment cherché à coller les bienfaits à la contribution vers l'atteinte des objectifs stratégiques des décideurs du milieu de l'éducation. Donc, comment l'éducation artistique, justement, contribue à la sécurité linguistique, au cheminement identitaire, à la cohésion sociale, à l'inclusion des nouveaux arrivants, mais aussi à la santé mentale et au bien-être des élèves, du personnel enseignant. On va aussi présenter les résultats donc, de cette revue de la littérature et évidemment, on va vous présenter des recommandations à mettre en œuvre pour s'assurer que les élèves aient accès à l'éducation artistique. Combien d'heures sont consacrées à l'éducation artistique en moyenne, d'après ce que vous savez, dans le milieu de l'éducation francophone? Qu'est-ce que ça représente comme proportion pour avoir une meilleure idée? Donc, on peut pas vraiment parler d'heures parce que c'est plutôt des ratios de proportion. Et puis ça fait partie des constats qu'on va partager lors des webinaires là, cette semaine. Mais de façon globale, on va parler au primaire de 5 à 10 du temps d'éducation consacré à l'éducation artistique et de la septième à neuvième année, on va parler de 4 à 13 qui vont être consacrés. Par contre, il faut comprendre que ça inclut pas nécessairement l'enseignement. euh,
interdisciplinaire, donc par exemple enseigner une autre matière à travers les matières artistiques. Je Et il vois. faut savoir aussi que ça, c'est le en théorie. Et Ouais. que c'est vraiment le grand constat sur lequel on va s'attarder lors des webinaires, c'est qu'il y a un grand écart entre la théorie et la pratique. Donc, bien que l'ensemble des curriculums au pays prévoit du temps d'éducation artistique, certains le font en minutes, certains le font en pourcentage. Donc, nous, on a ramené ça en pourcentage pour avoir une base un point de départ comparatif, mais c'est vraiment en fait la déconnexion, l'écart entre la théorie et la pratique qui vient expliquer la place plutôt limitée d'accès à l'éducation artistique pour nos élèves. Pour quelqu'un qui est comme moi de formation historienne et historien de l'art, ben, je voulais savoir si justement ces questions-là historiques sont aussi abordées dans le cadre des programmes ou avec la collaboration peut-être de spécialistes pour transmettre du patrimoine historique et artistique et culturel à la jeunesse francophone. Donc, la question, c'est si on travaille avec des historiens. Oui. Euh, Pas à l'heure actuelle. C'est sûr qu'on travaille avec on travaille avec des enseignants, on travaille avec des artistes, on travaille avec des experts disciplinaires aussi. On travaille aussi avec des universitaires, des chercheurs. Spécifiquement des historiens, non. Par contre, c'est sûr qu'on sait que notre mémoire s'inscrit dans une perspective historique et c'est important pour nous de le valoriser. On est conscient qu'on n'est pas les premiers à avoir cet argumentaire-là, comme quoi l'éducation artistique est un pilier fondamental de l'éducation. Par contre, force est d'admettre qu'on n'est toujours pas arrivé à l'objectif. Hmm. Donc, dans cette perspective historique-là, nous, on essaie vraiment d'insuffler euh, du renouveau, un nouveau Hmm. souffle à tout l'argumentaire en faveur de la place de l'art à l'école. Et puis ça, évidemment, ça s'inscrit dans une perspective historique. Et d'ailleurs, ça, c'est une des pistes de recherche qu'on a identifiées, de retracer cet historique-là de l'art à l'école Hmm. au fil des décennies. Le portrait qu'on présente, c'est vraiment un portrait actuel, mais effectivement, ça serait très intéressant de voir la perspective historique et l'évolution de ça à travers le temps. Et puis vous avez parlé de collaboration avec des artistes dans le milieu scolaire. Évidemment, ça doit être passionnant. Est-ce que vous travaillez aussi avec des centres d'art? Ici à Toronto, on a un centre médiatique francophone qui s'appelle le Labo, Laboratoire des arts médiatiques. Et je pense aussi, pourquoi pas, à travailler avec des galeries d'exposition privées, voire des musées peut-être. Tout à fait. En fait, les visites de musée, par exemple, ça fait partie des activités qui peuvent être financées dans le cadre de notre programme Passeport et de notre programme Immersor. Et puis, on est toujours ouvert à collaborer avec des nouveaux partenaires, pour que ce soit pour offrir du nouveau contenu au personnel enseignant. On a d'ailleurs une communauté de pratique où est-ce qu'on invite régulièrement des joueurs du milieu des arts et de la culture à venir présenter leur offre pour la faire rayonner partout à travers le pays. Formidable. Alors, ben, sur l'avenir et les perspectives maintenant pour la Fédération culturelle canadienne française et puis pour les questions d'éducation artistique qu'on a abordées ensemble. Tout d'abord, quels sont, après cette présentation des webinaires Une place de choix pour l'art à l'école, les grands projets ou les grands jalons de l'année à venir pour vous? Est-ce qu'il y a des initiatives qu'il faut qu'on suive, qu'il faut qu'on connaisse dans le domaine de l'éducation artistique en milieu francophone minoritaire? Oui, tout à fait. En fait, on voit la présentation et la diffusion du mémoire au grand public de la semaine prochaine vraiment comme le point de départ justement de ce nouveau souffle qu'on vise à donner à un mouvement. On vise à créer un mouvement qui va faire une place de choix pour l'art à l'école. Donc, en termes de prochaines étapes, nous, on veut rendre notre mémoire vivant. On veut le rendre humain. Donc, on va faire un appel à l'action de recevoir des témoignages de gens qui ont envie de témoigner de l'impact de l'art et de l'éducation artistique qu'ils ont reçu sur leur vie, peu Hmm. importe ce qu'ils font dans la vie maintenant, aujourd'hui, pour vraiment humaniser. Nous, on a des données, on a des statistiques, on a une revue de la littérature, mais il n'y a rien comme des visages, des témoignages et des vies qui sont changées par l'art pour convaincre les décideurs de faire une place. Donc, notre premier pas, je vous dirais, cette année, ça va être de répondre à l'appel pour des témoignages de l'impact de l'éducation artistique. Ensuite de ça, je vous dirais qu'on demande aux gens de partager, partager, partager le mémoire, les données, de le diffuser. C'est vraiment important pour créer un mouvement de masse parce qu'on a besoin de travailler sur plusieurs fronts pour que l'art à l'école
l'école ait une classe de choix. On a besoin d'avoir des parents qui demandent d'avoir des programmes d'art, on a besoin d'avoir des élèves qui en demandent, on a besoin de décideurs qui décident d'investir, on a besoin de meilleures collaborations entre le secteur communautaire, des arts et de la culture et les milieux scolaires. Donc, on a plein de pistes à mettre en œuvre, mais pour ça, on a besoin tout d'abord que le message soit entendu et partagé à grande échelle. Alors, Donc, comment vous rejoindre, comment témoigner, comment vous soutenir et faire connaître et partager justement le mémoire, une place de choix pour l'art à l'école avec nos communautés? Donc, le mémoire est disponible sur le site web de la FCCF et donc il peut être partagé à partir de là. On vous invite évidemment aussi à venir au webinaire mardi et jeudi, le 28 et le 30 janvier. Et ça va être l'occasion de prendre connaissance du mémoire et on va aussi vous outiller pour partager le mémoire. Donc, tous ceux qui vont venir au webinaire vont recevoir un courriel de suivi avec le lien vers la page web pour rester en contact avec nous pour partager les témoignages, avec les Hispariens pour partager le mémoire ou son abrégé et pour rester en contact avec nous. Est-ce que vous êtes confiante dans euh, l'avenir de l'éducation artistique à l'école et dans la conscientisation à la fois de nos communautés francophones en milieu minoritaire, des parents, des jeunes et des décideurs des gouvernements pour justement poursuivre ces efforts? Je pense qu'on a un argumentaire extrêmement convaincant et qu'on fait la démonstration qu'investir dans l'éducation artistique, c'est le gage d'une politique publique efficace et efficiente. Donc, à partir de là, oui, on est extrêmement confiant. Formidable. Alors pour terminer, Marie-Ève et Chantal, quel conseil donneriez-vous aux éducateurs, monsieur, peut-être plus largement aux leaders communautaires, aux représentants d'organismes, pour mieux intégrer les arts dans les écoles et promouvoir le bilinguisme, la francophonie et lutter contre cette fameuse insécurité linguistique? Ben, moi, de mon côté, excuse-moi, je dirais en fait de continuer, à intégrer les arts, de continuer à penser aux arts, de continuer à investir dans les arts. Je pense il faut juste pas s'arrêter. On parle souvent de ce combat de la francophonie, mais il faut juste continuer. Puis on a une belle langue et une belle culture. Il faut continuer de la faire rayonner, il faut continuer justement de valoriser les artistes, de valoriser le travail qu'ils font. Donc, faut pas baisser les bras, faut juste continuer. Puis moi, je suis très confiante en fait et je me sens positive par rapport au futur des arts en francophonie, en situation minoritaire, définitivement. Pour ma part, je dirais d'oser. Oser faire des découvertes de nouveaux artistes, oser écouter de la nouvelle musique, oser faire différemment, changer ses pratiques, que ce soit ses pratiques enseignantes, oser tout simplement prendre le risque créatif, que ce soit soi-même avec ses élèves. Je pense que c'est ça qu'on aimerait lancer comme message, qu'il y a plein de façons d'inclure l'art à l'école à tous les jours, au quotidien, qu'on n'a pas besoin d'être artiste pour le faire. Et fait que pour les éducateurs, ça serait vraiment ça. Oser penser différemment par rapport à la place de l'art à l'école. Et puis, je pense qu'on peut aller loin juste avec ce premier pas. Ah, j'aime beaucoup ces mots de la fin, oser effectivement pratiquer les arts, se lancer dans les arts, oser découvrir les arts et la culture, et oser parler le français au-delà des murs de l'école, effectivement. J'ai bien aimé aussi le positif de Chantal. Onde positive, c'est le nom de cette émission sur Choc FM 105.1 qui vise effectivement à créer cet environnement positif pour les jeunes, pour se sentir à l'aise de s'exprimer en français, mais c'est aussi contribuer effectivement à la préservation et à la promotion de notre langue et de notre culture par le biais d'initiatives et de programmes comme ceux de la Fédération culturelle canadienne-française. Je rappelle l'adresse courriel fccf.ca pour retrouver le mémoire et tous les programmes dont on a parlé. Chantal Racine, Marie-Ève Desormeaux, un grand merci d'avoir participé à cette émission de Positive. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les auditrices et les auditeurs de Choc FM? J'espère qu'on vous a convaincus ou tout au moins piqué votre curiosité par rapport à l'importance de l'art à l'école, notamment pour favoriser la sécurité linguistique, qu'on sait qui est très importante là, pour votre auditoire. Et puis, on espère vous croiser dans nos nombreuses activités qui visent à renforcer la place de l'art à l'école.
Un grand merci à toutes les deux. On reste sur les ondes de Choc FM 105.1.